Bonjour à tous nos auditeurs, à tous les lecteurs, les abonnés et ES de la Tribune. On est ravis de vous retrouver pendant 3 jours au cours des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. On va recevoir parmi les principaux décideurs économiques de France, du monde économique, patronal, des entreprises et politiques, sur latribune.fr, qui est une plateforme d'information. Merci Paul. Et également vidéo. Alors, nous recevons maintenant Paul Hermelin, le président du conseil d'administration de Capgemini. Bonjour Paul. Bonjour. Et Ross McInnes, président du conseil d'administration de Safran. Bonjour. Bonjour. C'est un superbe plateau pour parler de ce qui se passe dans l'économie. Vous êtes des observateurs qui avaient une expérience tirée notamment de votre du monde de l'industrie. Comment est-ce que vous vivez la période incroyable, le retournement incroyable que nous venons de vivre? Il y a eu le Covid c'est une sorte de crise cardiaque de l'économie mondiale, mais c'était reparti très fort. Et puis là, depuis février, je ne sais pas si c'est seulement la crise, la guerre en Ukraine, on a l'impression qu'on change complètement de monde, c'est-à-dire une inflation qui avait disparu, qui redémarre, des pénuries qui commencent à s'installer dans l'industrie, mais peut-être aussi demain dans l'alimentation, un prix de l'énergie qui est sans doute la cause de tout cela, qui explose à des niveaux inédits. Ross McInnes, peut-être pour commencer, comment ça peut mal tourner, une histoire comme ça? Alors, je pense que Paul Hermelin et moi aurons un regard très différent vu la différence de nos secteurs, parce que équipementier aéronautique, nous avons été touchés de manière très sévère par la Covid. Nous avons perdu 50% de notre chiffre d'affaires en un mois, en avril 2020. Et nous ne sommes toujours pas revenus, nous n'étions jamais revenus à la normale, indépendamment des sujets Ukraine et autres, puisque nous sommes aujourd'hui à environ 80% du trafic de 2019, qui est celui que l'on considère comme l'étiage normal. Avec des pourcentages très inégaux. La Chine, dont on a beaucoup évoqué les confinements, reste à peu près la moitié de ce qu'elle était en 2019. Et les États-Unis, l'Europe tournent autour de 90%. Ce que nous constatons néanmoins, c'est que dès que les barrières au voyage sont levées, il y a une très très forte envie de voyager. Et on le voit dans les prix que peuvent pratiquer les compagnies aériennes. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et le désordre de certains aéroports. C'est une conséquence effectivement du fait que beaucoup de gens ont été mis au chômage partiel ou ont quitté les activités aéroportuaires et qu'aujourd'hui, il faut réembaucher, requalifier, refaire vérifier les badges de sécurité et autres contraintes. Effectivement, donc, pour aujourd'hui, il y a une grande appétence pour le voyage, également une forte appétence pour le voyage d'affaires, qui a repris, alors que d'aucuns prévoyaient que le télétravail, Zoom et Teams allaient tuer le voyage d'affaires. Ce n'est pas ce que nous constatons. Et par ailleurs, une grande élasticité, les prix. Les passagers sont disposés à payer le prix fort. Est-ce que tout ce que vous dites, c'est à la fois ça va bien, et il y a des choses qui sont en train de ce que je disais un peu au début, ce chapeau général macroéconomique, de quelque chose qui se retourne. Donc vous pensez que c'est pas forcément si grave? Je ne dis pas ça, je dis simplement qu'aujourd'hui, nous ne le voyons pas. Le problème que nous avons, c'est plutôt même d'offres pour tenir les cadences. Paul Hermelin, c'est par rapport à ce double paradoxe, effectivement. Plusieurs remarques. La première, je vais utiliser deux références. Il y a une phrase en anglais que j'aime bien parce qu'elle fait réfléchir, c'est « We talk ourselves into a recession ». On s'est entraîné dans une récession en parlant. Comme on est dans un monde d'acteurs intelligents, les comportements sont fondés sur les anticipations. Et à force de dire que tout va mal, eh bien, les gens vont commencer à réduire les stocks et on va s'entraîner dans une récession à force d'en parler. Donc, je veux juste dire attention à nos comportements un peu moutonniers. Y compris les médias qui doivent faire attention à être parfois trop négatifs. Savoir qu'ils sont les acteurs du talk. On parle. Bon, donc, première remarque. Ma deuxième remarque, c'est toujours en anglais. J'adore cette phrase de Churchill que j'ai voulu reprendre, les mots exacts, qui était « Never let a good crisis go to waste ». Ne jamais ne pas jeter à la poubelle une crise. Une crise, il y a toujours à apprendre. Donc on a aujourd'hui plusieurs crises. Le prix de l'énergie monte, le prix des énergies fossiles monte. Eh bien, profitons pour accélérer la décarbonation du monde. On peut tout à fait positiver. Moi, ça ne me gêne pas tellement. Vous n'êtes pas dans le camp de ceux qui disent, en fait, il faudrait mieux passer à
la passer par perte des profits, la transition énergétique, et on a surtout besoin de charbon aujourd'hui. Non, je pense que puisque le prix des énergies fossiles monte, apprenons à nous passer d'énergie fossile. Je trouve que c'est ce que j'appelle profiter d'une crise pour construire l'avenir. Mais ma deuxième remarque, c'est au moment de la grande crise des confinements Covid, on s'est rendu compte que le paracétamol venait de Chine. Donc on s'est dit, il va falloir réorganiser nos chaînes d'approvisionnement parce qu'on ne peut pas dépendre de Chine pour du paracétamol. Je ne parle pas des masques. Hein, mais donc on a pensé... Là. Maintenant, on découvre que, je ne sais plus quel 80% du carbone noir qui sert à faire des pneus vient d'Ukraine. Bon, donc on comprend qu'il y a des sujets de supply chain, comme on dit en anglais. Je finis par ne parler plus qu'anglais, moi, c'est dramatique. Donc il y a des problèmes de chaîne de valeur qu'il va falloir reposer. Et donc moi, je suis un actif, un positif. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette crise? C'est clair qu'il y a aujourd'hui une crise des matières premières. Il y a des crises d'approvisionnement. On a laissé se concentrer. Il y a 2 jours, je crois que l'agence, quelqu'un nous disait... C'est pas normal que tous les panneaux solaires viennent de Chine. C'est pas un anti-chinois, c'est de dire avoir 90% des panneaux solaires qui viennent de Chine, c'est nous exposer à des risques liés au monopole. Donc, ne laissons pas les éléments de crise qu'on voit aujourd'hui passer à la corbeille. Réfléchissons et agissons dessus. Et je pense qu'une fois qu'on sera tous mis à agir, eh bien, l'économie redeviendra dynamique de notre action. Alors, sans vouloir être le prêcheur de mauvaises nouvelles, mais c'est un peu parfois le rôle du journaliste quand même que d'essayer de regarder les risques qui sont à l'horizon. On vient de parler, Paul vient de parler de la Chine. Moi, je rencontre pas mal de gens, et je pense vous aussi, qui disent attention, la Chine, là, faut pas s'exposer trop à la Chine. On a vu ce que pouvait coûter une exposition à la Russie. On voit ce que pourrait représenter. Il y a le sujet de Taïwan, notamment, mais pas que. Il y a le fait qu'ils ont cette politique zéro Covid. Et puis, il y a peut-être un changement géopolitique mondial. Une Chine qui peut-être a une attitude différente, peut-être plus agressive vis-à-vis de l'Occident. Ross McInnes, est-ce que la Chine n'est pas un des facteurs de danger sur lequel il faut limiter, où on sent d'ailleurs que pas mal d'entreprises occidentales commencent à s'en préoccuper? Je ne veux pas éviter votre question sur la Chine, cependant, puisqu'on parle anglais, je ne vais pas me gêner. Je vais prendre une autre expression de Paul en disant « We should not talk ourselves into inflation ». Il y a également le même danger. C'est qu'à force de parler d'inflation, on la provoque. Et je trouve que les mesures gouvernementales actuelles sont très saines, puisqu'en distribuant de manière ciblée autant que faire se peut des sommes à ceux qui en ont besoin, on atténue l'inflation qu'ils subissent. D'ailleurs, nous avons un taux d'inflation qui est bien inférieur à celui des autres pays européens. Et c'est un élément qui peut éviter l'enchaînement infernal que nous avons connu dans les années 70-80. Les Italiens appelaient ça la scala mobile, c'est très élégant, et qui est l'enchaînement prix-salaire. Donc je trouve que c'est... Donc pour l'instant, sur la politique menée, vous donnez plutôt... Je pense que c'est une manière d'éviter que l'inflation ne saisisse les esprits. Je rebondissais sur l'expression de Paul sur la récession. On reviendra sur la Chine. Je reviens sur la Chine pour dire, cette fois-ci, je vais passer de l'anglais à l'allemand. Les Allemands étaient... pensant à la Russie et pensant à la Chine, Handel durch Wandel, c'est-à-dire on va les changer par le commerce. Je crois que l'idée que par le commerce, on allait peu à peu aligner la Chine et la Russie sur un modèle dominant de capitalisme social était une illusion. En effet, on se rend compte que ni la Russie ni la Chine ne veulent changer. Donc il va falloir apprendre à vivre dans un monde où il y a des modèles idéologiques et politiques et économiques distincts. Donc, arrêtons la naïveté. Reste que la Chine est aujourd'hui un pays assez important, avec une jeunesse, avec de l'innovation. Ne créons pas un rideau de fer autour de la Chine. Je pense que ce serait très mal. Alors, évidemment, moi, je suis, comme tout le monde le sait, je suis passionné par l'Inde, qui est un pays qui me paraît encore plus prometteur que la Chine. Parce que la démographie, je crois que l'Inde dépasse la Chine cette semaine en démographie, en population. On est la semaine où la population indienne dépasse la population chinoise. Parce que la Chine va descendre vers 1 milliard d'habitants. Elle est à 1,3 milliard, elle va descendre vers 1 milliard d'habitants. Donc il va falloir qu'elle apprenne à gérer l'économie grise, le vieillissement. Il n'y a pas... On parle de la retraite à 62, 65 ans ou autre. En Chine, il n'y a pas de retraite.
Il n'y a pas de prestation retraite du tout. Donc il va falloir, quand ils auront une population qui vieillit, vont peut-être avoir d'autres besoins. Et je pense qu'on ne doit pas ignorer la Chine. Mais la naïveté qu'on avait, qui était on va les transformer à force de commercer, ça c'est fini, c'est derrière nous. Ross, vous n'éludons pas la question sur la Chine de tout à l'heure. Qu'est-ce que vous répondez? Je ne l'élude pas, mais je rejoins ce qu'a dit Paul Hermelin à l'instant sur l'Inde. D'ailleurs, cette semaine, le directeur général de Safran a inauguré 2 nouvelles usines en Inde et annoncé une 3e. Pour ce qui est de la Chine, dans l'aéronautique et la défense, nous avons depuis longtemps une culture d'une certaine prudence en matière d'approvisionnement. Et donc, nous avons des sources d'approvisionnement qui sont certes chinoises, pas très importantes, en Inde, de manière croissante. Le nearshoring, le friendly shoring, comme on dit, d'utiliser encore de l'anglais, le Maroc et le Mexique. Donc, nous avons une répartition assez prudente et équilibrée de nos fournisseurs et de nos sous-traitants. Ce qui d'ailleurs permet de réduire l'empreinte CO2 au passage. Absolument. Alors est-ce que c'est la fin du just-in-time dans l'industrie? Est-ce que ces crises et celles qui sont peut-être encore à venir donnent une forme d'alerte? En fait, on était allé trop loin dans une organisation de la mondialisation. Donc just-in-time, c'était vraiment de s'assurer qu'on avait ce dont on avait besoin juste au moment où on en avait besoin. Et avec sur les semi-conducteurs, sur un certain nombre de matières premières stratégiques ou de métaux ou d'autres que vous avez cités, on voit qu'on peut arrêter une usine aujourd'hui si on n'a pas pris en compte ce risque. Je n'ai pas mis les pieds à Sciences Po, mais je pense que thèse, antithèse, synthèse, ça va continuer. Donc le just-in-time, c'était pour réduire le coût des stocks dans le coût de production. Par contre, on avait négligé les fragilités stratégiques, on va l'introduire et donc il va falloir enrichir la gestion des stocks et la gestion des flux de production avec la question des fragilités. C'est clair qu'on ne peut pas se mettre en situation d'impasse stratégique. Donc ça va nourrir les choses et on va le changer. Je pense que le just-in-time modèle, le Kanban de Toyota, va être enrichi de dimensions stratégiques. On vit dans un monde multipolaire de plus en plus. Le G20 qui vient de commencer en Indonésie le montre clairement. L'Indonésie a résisté aux pressions occidentales et a invité la Russie. On vit dans un monde multipolaire et le Kanban va devoir être multipolarisé. Rose, vous parliez de l'inflation tout à l'heure. On avait Jean-Hervé Lorenzi qui disait il y a 2 thèses en gros chez les économistes. Soit il faut taper tout de suite très fort, c'est ce que les États-Unis pourraient être tentés de faire, c'est-à-dire provoquer une récession pour arrêter la spirale inflationniste, et une Europe qui est un peu aujourd'hui partagée entre l'idée de laisser un peu quand même couler, faire ce que vous avez dit, c'est-à-dire laisser les budgets finalement compenser, mais est-ce que ça peut marcher si jamais on se trompe? C'est-à-dire que sur l'inflation, on nous avait quand même dit en décembre, c'est transitoire, c'est temporaire, et puis là c'est du double digit comme on dit en anglais, c'est-à-dire une inflation qu'on n'a quand même pas connue depuis la période Volcker, en gros. Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre la guerre de l'inflation? Encore une fois, je pense que la prudence actuelle me paraît le bon équilibre en Europe. Ne tuons pas. On écoutera Christine Lagarde tout à l'heure, d'ailleurs, qui sera aux rencontres économiques. En tout cas, ça me paraît la voie de la sagesse et de la modération à ce stade. Pas d'affolement. Je pense que Jean-Hervé n'a pas uniformément raison. Je comprends ce qu'il dit, mais d'abord, aux États-Unis, à cause des sommes d'argent déversées par Trump sur la période Covid, il y a aux États-Unis un excès de demande par l'offre, donc on a une inflation qui n'est pas seulement liée aux imports d'énergie, mais qui est liée à un excès de demande sur l'offre. Donc dans ces cas-là, il faut peser sur la demande pour équilibrer. C'est ce que se fait par les taux, et les États-Unis n'hésitent pas à quelques trimestres de récession parce qu'ils savent rebondir très vite. J'ajoute que je me dis quelque part, connaissant nos amis américains, qu'ils préfèrent une récession en fin 2022, début 2023, pour être en plein redémarrage au moment de la présidentielle. Quand on a un calendrier politique, on le gère comme ça. Donc l'idée, vaut mieux ralentir tout de suite pour être en redémarrage au moment où les électeurs vont voter. It's the economy stupid, comme disait. Voilà. Bon, donc la situation américaine n'est pas du tout la situation européenne. En Europe, il n'y a pas d'excès de demande par rapport à l'offre. Donc ce n'est pas la même médication. On a une inflation importée, matières premières, énergie. Elle a un rôle sur le pouvoir d'achat des ménages.
On est, alors là, particulièrement en France, je pense, dans une situation politique incertaine. Je ne suis pas un spécialiste de la politique, mais je pense que la pression, quelque part, de la NUPES et des Insoumis fait craindre des agitations salariales. Dans ces conditions, on peut être tenté de monter les salaires, mais si on monte les salaires, on va rentrer dans la spirale. Donc la question clé du deuxième semestre, c'est quel est l'équilibre entre les mesures gouvernementales temporaires et les risques de montée des salaires. C'est de ça dont je parlerai tout à l'heure dans la conférence. Avec une vraie question. Il y a eu les gilets jaunes en France. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'explosion sociale? Certains en parlent, de perte de contrôle. Donc c'est un équilibre. On a perdu un peu le mode d'emploi des années 70 d'un monde avec cette inflation. Qu'est-ce que les entreprises ont les codes je vais rappeler que sortant de cette longue période de désinflation ou donc je suis un jeune dinosaure. Figurez-vous que j'étais au cabinet de Jacques Delors dans la politique anti-inflation de 81, 82, 83 et des plans de rigueur et de stabilisation. Donc, il avait marché d'ailleurs. J'en ai un souvenir très vif. La première remarque, c'est on ne traite pas l'inflation en regardant en arrière, on traite l'inflation en regardant devant. Si on se contente d'ajuster les salaires sur l'inflation passée, les entreprises tendent à ajuster les prix de la même et on est rentré dans la spirale. Comment Jacques Delors, à l'époque, est sorti de... Je rappelle qu'en France, on avait 13% d'inflation en 82, 8% en 83, 5% en 84. Donc comment on en est sorti? On est sorti en partant en marche avant. C'est-à-dire on était sur les anticipations. On a réuni le monde des entreprises, à l'époque c'est Jacques Delors qui l'a fait, soutenu par le Premier ministre qui était Pierre Mauroy. On a réuni les entreprises et les syndicats de salariés pour dire shootons ensemble pour 8%. Ne regardons pas les 13% de l'année dernière, shootons ensemble pour les 8%. Quand on a réussi ça, shootons ensemble pour 5% en 84. Et après, donc, l'inflation, ça se traite pour sortir de la spirale salaire-prix, ça se traite en regardant devant et pas regarder derrière. Je voudrais que l'inflation a certaines vertus qu'il ne faut pas oublier, notamment pour ceux qui ont des dettes, notre État, également pour les actifs, puisque la stabilité des prix excessive, elle favorise les rentiers aux dépens des actifs, alors que l'inflation a tendance à favoriser les actifs qui peuvent obtenir des augmentations de salaire par les négociations, aux dépens des plus âgés qui vivent de leur pension. Et je crois qu'on a beaucoup fait ces 30 dernières années en faveur des jeunes dinosaures avec qui vous conversez ce matin. Donc la réforme des retraites se justifie aussi dans cette période-là pour créer un nouvel équilibre. On a besoin de recréer de la croissance par le travail. Ross est en train de nous dire, si les retraites ne suivent pas le travail, mais là le gouvernement vient de les ajuster, si les retraites ne suivent pas l'inflation, le déficit des retraites va se traiter par l'inflation. Par ailleurs. L'inflation a ses 12 vertus. Sur les salariés, ceci dit, on voit qu'il y a de plus en plus de revendications, de hausse de salaire, de montée de conflits. Donc, est-ce que vous sentez venir, Ross, dans votre filière en particulier, des tensions? Est-ce qu'elles pourraient être traitées? On sait, en Allemagne, où l'inflation est plus élevée, IG Metall demande 8%. Bon, ils n'auront peut-être pas 8%, mais on est sur des niveaux, là aussi, qu'on avait oubliés, de demande. Et comment trouver la clé? Est-ce que c'est aussi par une nouvelle façon de partager la valeur de l'entreprise aussi? Il y a peut-être des nouvelles clés à proposer. De Gaulle avait lancé la participation, l'intéressement. Dans le secteur de l'aéronautique, nos salariés ont quand même vu le boulet passer pas loin, il y a 2 ans. Donc je pense que ça a beaucoup... une responsabilité. Il y a un grand esprit de responsabilité. Les salariés ont fait un certain nombre de sacrifices très importants en matière justement de renoncement à l'intéressement, participation, négociation, mesures salariales pendant 2 ans. Donc moi, ça ne me choque pas qu'au moment où l'amélioration, j'allais dire recovery, c'est trop anglais, se profile, ça ne me choque pas que les salariés demandent une clause de retour à meilleure fortune. Et c'est dans ce cadre-là que se passent nos discussions qui sont très harmonieuses. Nous avons par ailleurs 7 à 8% d'actionnaires salariés chez nous, donc ils voient par ailleurs chez Safran le fruit de leur travail par ce biais-là. Paul Hermelin, vous me disiez, alors j'ai plus 140 000 recrutements l'an dernier, si je ne me trompe pas.
L'un des obstacles potentiels à la reprise, c'est aussi cette question de la recherche de talent, le recrutement. Il y a aussi eu la grande démission, des gens qui sont partis, qu'il faut remplacer. Je crois que dans ces 140 000, vous allez redonner les chiffres, il y a 85 000 départs et 55 000 recrutements nouveaux. Oui. C'est un chiffre incroyable quand même pour une entreprise, évidemment, qui est très importante. Comme c'est lié. Bon, d'abord, il faut avoir en tête que Capgemini, c'est maintenant plus de 350 000 salariés. Non, mais dans le monde, hein, bien sûr. Pour le monde entier. Mais ce que je veux dire, c'est deux choses. Premier point, c'est un secteur en tension parce que le digital est un des grands vainqueurs de la discontinuité Covid. On s'est rendu compte que le télétravail, le cloud, aujourd'hui le métaverse, donc le digital a le vent en poupe. Du coup, on se pique les talents les uns les autres, parce qu'on a des taux d'émission importants, mais les gens vont... Par contre, je ne sais pas si vous avez noté que les Américains ont commencé à arrêter les embauches et même à licencier. Donc aux États-Unis, il est probable que le pic de la fièvre digitale est derrière nous. Je crois qu'en Inde, il est toujours présent, en France aussi. Donc on doit gérer ça, on doit gérer les talents, on doit gérer les carrières. Mais je pense que pour gérer les attentes, ce n'est pas juste un niveau de salaire. Il y a un niveau de salaire, mais il y a un niveau de... Qu'est-ce qu'on offre comme flexibilité aux salariés? Et dans notre monde, d'où veut-il travailler? Il y a une demande croissante, non seulement de travailler de la maison, mais éventuellement d'être autorisé à voyager et de travailler de quelque part. Deuxième point, donc flexibilité. Et deuxièmement, une demande de sens. Quel est le sens de mon travail? Est-ce que mon entreprise travaille? Est-ce que je comprends ce qu'elle veut? D'où un effort considérable de l'engagement de Capgemini sur les thèmes de l'environnement, du réchauffement climatique et de la sustainability. Il y a une énorme demande de sens chez les jeunes salariés. Et je crois que c'est très sain. Flexibilité et sens comptent au moins autant que les salaires dans nos métiers, qui sont des métiers plutôt mieux payés que les gens dont on parle. Aujourd'hui, constatons que l'agitation sociale, c'est un peu la SNCF, Aéroport de Paris, c'est le secteur public. Je n'entends pas parler de mouvements de grève dans le privé pour l'instant. Peut-être venir, on verra septembre. Pour ce qui nous concerne, on est plutôt serein. Ross McInnes, juste pour conclure par rapport à cette question centrale, c'est les skills, talents, formation dans l'aéronautique, avec des transformations considérables à venir, la décarbonation notamment de l'industrie. Comment est-ce que vous affrontez ces changements? Est-ce que vous avez l'impression que l'appareil de formation français prend le taureau par les cornes, si je puis dire? D'abord, nous subissons moins l'effet de balancier que d'autres, puisque les mesures de chômage partiel prolongées par l'APLD, l'activité partielle de longue durée, qui avait été d'ailleurs mise en place par Elisabeth Borne quand elle était encore ministre du Travail, nous a permis en 2020-2021 de garder un certain nombre de salariés, notamment des ingénieurs, sans devoir procéder à des licenciements comme nous avons dû le faire dans d'autres pays. Ce qui fait que nous avons préservé ces talents et nous n'avons pas à aller les chercher. Donc l'effet de balancier est moindre chez nous qu'il peut être ailleurs. Cela dit, nous allons embaucher au rythme. C'est tout l'enjeu d'ailleurs d'éviter la désindustrialisation. Tout à fait. Les erreurs qu'on a pu faire. De ce point de vue-là, je crois que les mesures gouvernementales françaises ont été un très grand succès. Et c'est à cela que nous devons, le fait de ne pas devoir recruter de nouveau des gens que nous aurions licenciés autrefois. Ce n'est pas le cas au Mexique, où il faut réembaucher de nouveau. C'est-à-dire que nous allons embaucher entre 10 à 12 000 personnes par an dans les prochaines années au niveau mondial. Et nous sommes dans la même course au talent. Cela dit, le système éducatif français, il est très très bon au sommet. Le problème, c'est plutôt vers le bas et au milieu. Mais je dois dire qu'au niveau de l'excellence technologique, ce que produisent les grandes écoles françaises, qui sont quand même l'essentiel du recrutement d'une entreprise dans l'aéronautique de haute technologie comme Safran, est remarquable. Merci beaucoup à tous les deux. C'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de la tribune.fr. Merci. Je pense que tout ce que vous avez dit, notamment cet optimisme qui demeure, permet de garder espoir en l'avenir. Il faut pas. Un dernier mot sur. Un dernier mot, Paul. Pour les rencontres, mais les rencontres sont ici à cause du Festival d'Aix. Ah oui, le Festival d'Aix. Donc vous êtes le président. Je suis président du Festival d'Aix. J'ai vu des spectacles extraordinaires depuis 4 jours. Et j'encourage donc... Qu'est-ce que vous recommandez, Idoménée? Le plus stupéfiant, c'est cette mise en espace au Stadium de Vitrolles de la symphonie Résurrection de Mahler. Ça coupe le souffle. Ça coupe le souffle. Et donc j'ai vu depuis Salomé, Idoménée et Moïse et Pharaon 3 très très beaux spectacles, très très professionnels. N'oublions pas la culture, s'il vous plaît, c'est très important. Merci beaucoup, Paul Hermelin et Ross McInnes, d'être venus nous parler
ce vendredi d'ouverture des rencontres économiques. À tout de suite pour un nouveau plateau.